Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler de la stratégie du Maroc pour reprendre les colonies de Ceuta et Melilla. Donc Ceuta et Melilla sont deux colonies espagnoles qui se situent au nord du Maroc. Ces villes ont été les bases arrières de l'armée espagnole pour se prémunir des invasions maures après la Reconquista, mais aussi pour opérer des invasions du nord du Maroc dans les années 1910. Le Maroc a toujours eu un statut particulier qui en a fait un royaume indépendant jusqu'en 1912. En 1908, la conférence de Berlin fait du Maroc un État indépendant en Afrique avec un statut particulier. Mais les Espagnols, qui sortent d'un nombre incalculable de défaites en Amérique latine, décident d'entreprendre une autre aventure coloniale au Maroc en contradiction de l'accord de Berlin. Cette décision va pousser la France à intervenir pour limiter la sphère d'influence de l'Espagne et faire en sorte que le statut de protectorat du Maroc soit respecté. Dans une autre vidéo, j'ai mentionné ces accords secrets entre la France et l'Espagne, notamment cet accord sur l'intégrité territoriale du Maroc, garanti par les deux parties. Ce qui saute aux yeux lorsqu'on regarde la carte coloniale du Maroc, c'est le découpage territorial qui ne suit pas les lignes de délimitation actuelles qui sont définies par les Nations Unies. La raison de ce découpage, c'est qu'à l'indépendance du Maroc en 1956, les Espagnols ont refusé de se retirer de l'ensemble du territoire marocain. En 1953, les Français découvrent du pétrole au Sahara algérien et les Espagnols ont senti qu'ils pouvaient éventuellement tomber sur un jackpot similaire dans le Sahara marocain. Je suis persuadé que si la France avait découvert du pétrole après 1956, l'Espagne se serait retirée du Sahara marocain en même temps que dans le reste du pays. La deuxième raison, c'est la volonté de protéger les îles Canaries et encercler complètement le Maroc pour le neutraliser. Les Espagnols ont toujours eu peur du Maroc et ils ont toujours eu besoin d'aide extérieure pour maîtriser le pays. Malheureusement, le Maroc n'a jamais pu compter sur aucune aide extérieure alors que le pays a aidé nombre de pays à se décoloniser. On a eu en échange que le complot et la haine, et aujourd'hui ceux que l'on a aidés à se décoloniser complotent avec le colon espagnol contre nous. Les Espagnols craignent le Maroc depuis toujours, notamment par rapport aux Almoravides et aux Almohades, mais surtout à cause du fait qu'ils ont perdu la guerre du Rif, qui a fait plus de 23 000 morts dans leur rang. À titre de comparaison, la guerre d'indépendance du Mexique a fait moins de 15 000 morts espagnols. Donc depuis la Reconquista, l'Espagne n'a eu de cesse de faire en sorte que le Maroc ne redevienne jamais la puissance qu'il a été. Cette stratégie n'est pas seulement espagnole, elle est européenne. La France a créé l'Algérie pour affaiblir le Maroc. Même si la France a comploté contre le Maroc, elle a toujours respecté le pays et elle a toujours entretenu des relations avec les différentes dynasties marocaines. Il y avait un consul de Louis XIV au Maroc dans la ville de Salé pour représenter la France auprès de l'Empire chérifien. On a eu une dynastie royale qui a reconnu les États-Unis, discuté avec Louis XIV et Napoléon. George Washington a adressé une lettre de remerciement à Sidi Mohamed Ier où il l'appelle « Votre Altesse impériale ». Donc le Maroc a une longue histoire diplomatique avec de nombreux pays. Nous avons la deuxième plus vieille monarchie du monde après la monarchie britannique. Même l'empire japonais est moins ancien que nos dynasties marocaines. Donc le Maroc est un pays qui compte et un pays qu'il faut avoir à l'œil. La dernière des raisons pour l'Espagne de se retirer du Sahara qu'en 1975, c'est bien évidemment pour créer de l'instabilité dans la région, pour que le Maroc ne se retourne jamais vers les dernières colonies d'Afrique que sont Ceuta et Melilla. C'est un schéma classique du diviser pour mieux régner. C'est aussi la stratégie adoptée et soutenue par l'ensemble des pays européens qui se nourrissent des divisions à travers le monde. Pourquoi la Chine fait autant peur à l'Occident ? C'est parce que c'est un pays continent avec une unité nationale forte. Contrairement à ce que tout le monde pense, la Chine est l'un des pays les plus divers du monde. Il y a des Coréens chinois, des Cantonais, des Mongols descendants des armées de Gengis Khan, des Tibétains, des turcophones musulmans, et tous ces peuples mettent de côté leurs différences pour le bien commun. La stratégie de l'Occident face à ce bloc homogène, c'est de créer la division avec Taïwan et Hong Kong, mais aussi en lâchant leur propagande sur les soi-disant camps ouïghours. On se souvient aussi de la question du Tibet pendant les Jeux Olympiques de Beijing et les menaces de boycott. Où sont les Free Tibet aujourd'hui ? C'était encore une fois un moyen de pression sur la Chine comme sur le Sahara marocain. La démocratie a remplacé le devoir civilisateur de l'Occident qui a entraîné la colonisation. Et les médias sont utilisés pour manipuler l'opinion publique. C'est pour cela que je pense que le Maroc doit utiliser le langage de l'Occident contre lui et organiser un vote pour l'autonomie au Sahara marocain comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo intitulée « La solution au conflit du Sahara ». Donc cette propagande médiatique a récemment été utilisée contre le Maroc où la presse espagnole n'a montré que les miséreux de Ceuta critiquaient ouvertement le Maroc, suppliaient de manière humiliante les soldats espagnols, ce qui a rappelé la colonisation.
On a montré les gentils colons serrer dans leurs bras les subsahariens ou assister des bébés en danger jetés dans les eaux glacées par des parents inconscients et un pouvoir tyrannique, pour citer les commentaires de la presse espagnole. Ces médias n'ont pas interviewé tous ceux qui dénonçaient la colonisation de l'Espagne. C'est la même stratégie qui a été employée pour diaboliser la Chine. Tous les journaux du monde se sont empressés pour adopter les discours préfabriqués de l'Espagne, à savoir la misère au Maroc pousse sa jeunesse à fuir le pays. Cette photo, un bébé né il y a seulement 2 mois, un bébé pâle, inerte, replié sur lui-même car frigorifié. Photo reprise partout dans le monde. Il était accroché au dos de sa maman qui avait du mal à le maintenir hors de l'eau glacée quand il a été sauvé par un plongeur de la garde civile espagnole. Et cette manière coloniale de l'Occident pour dénigrer les pays du tiers-monde est en partie due à la division de ces pays. Diviser pour mieux régner. Malheureusement pour les Maghrébins, l'Algérie est dirigée par des illettrés qui pensent qu'ils peuvent faire face à l'Europe tout seuls alors qu'ils n'arrivent même pas à obtenir des excuses de la France pour le génocide que celle-ci a commis contre leur population. Si le Maghreb était une région homogène de 100 millions de consommateurs, je pense que Ceuta et Melilla auraient été marocaines depuis bien longtemps et que la France aurait non seulement présenté ses excuses à l'Algérie, mais aussi proposé des compensations. Sur cette planète, il n'y a que les rapports de force qui comptent. Qui aujourd'hui serait assez fou pour s'opposer tout seul à la Chine? La Chine a été la première à comprendre cette logique en unissant le pays sous une seule bannière en 200 avant Jésus-Christ sous la dynastie des Qin. Les Américains ont créé les États-Unis d'Amérique, l'Europe a ensuite suivi en créant l'Union européenne, et ce sont ces 3 zones aujourd'hui qui dirigent le monde. Mais les généraux algériens n'ont que faire de ça. Ils ont comme objectif de rester au pouvoir par tous les moyens. Nous ne sommes pas la Chine, nous sommes divisés et l'Occident et la Chine s'en frottent les mains. Les unis se partagent le gâteau des divisés. Donc comment le Maroc peut récupérer ces 2 enclaves? La première des choses, c'est de sécuriser le Sahara une bonne fois pour toutes. Le Sahara Atlantique est notre point faible. La position de Trump a boosté notre légitimité, certes, mais Trump n'est pas un politicien et n'a que faire des conventions secrètes entre les pays. Trump a toujours dit que l'Europe était un ennemi des États-Unis, d'où son ultime doigt d'honneur à l'Europe avec la reconnaissance du Sahara. Mr. President, America first, don't you think that this is going to weaken also the European Union? And why are you so scared of diversity in the news and in the media, that you speak so often of fake news and that things, after all, in the end cannot be proven? For example, the fact that you have been wiretapped by Mr. Obama. Nice, friendly reporter. Well, first of all, I don't believe in an isolationist policy, but I also believe a policy of trade should be a fair policy. And the United States has been treated very, very unfairly by many countries over the years. Nasser Bourita est bien naïf s'il pense que d'autres pays occidentaux suivront cette décision quand on sait la haine de ces pays à l'égard de Trump. Bien au contraire, ils ne suivront pas Trump car ça serait vu comme une victoire pour lui. On comprend mieux d'ailleurs la réaction agressive de l'Allemagne qui a souffert des droits de douane américains sous Trump et des menaces sur le secteur de l'automobile allemand. Ne soyons pas naïfs, aucune démocratie occidentale n'ira contre ses principes démocratiques pour faire plaisir au roi du Maroc. Si Chirac, le plus pro-marocain des présidents français, ne l'a pas fait, je vois pas comment Macron pourra le faire. Parce que c'est de cela qu'il est question. Le Maroc a perdu la bataille médiatique sur la question du Sahara. Les pétrodollars algériens ont réussi à faire croire qu'il y avait un peuple en souffrance qui aspirait à son autodétermination face à un pouvoir monarchique autoritaire et antidémocratique qui matraque des manifestants dans les rues. Et ce genre de propagande résonne dans la tête des anglo-saxons et des Européens. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des Néo-Zélandais et des Danois qui ne connaissent rien au conflit mais supportent la cause créée de toutes pièces par Alger au nom de leurs principes démocratiques et de liberté des peuples. Et le Maroc, de l'autre côté, a sorti la carte historique mais qui n'a peu d'écho car ces pays s'en foutent complètement de l'histoire du Maroc. Ils ne voient que la propagande financée par les pétrodollars algériens. Le Maroc doit être plus intelligent et utiliser les mêmes armes que le Polisario. Il faut que les habitants du Sahara marocain puissent voter pour le plan d'autonomie proposé par le roi. Je n'inclus pas Tidjouf, seulement 80% du territoire qui est sous contrôle du Maroc. Tous les habitants de la province qui pourront justifier d'une présence de plus de 6 mois dans la région pourront voter, comme au Canada. En Colombie-Britannique, après 6 mois de résidence, vous pouvez voter aux élections locales. Si le oui l'emporte, ou plutôt quand le oui l'emportera, le Maroc pourra utiliser ce vote aux Nations Unies en disant « Regardez, le peuple sahraoui s'est exprimé et il est en faveur de l'autonomie poussée proposée par le roi ».
Maintenant, vous allez voir Gali et les séquestrés de Tindouf et vous allez leur dire voilà ce que vos frères veulent. D'ailleurs, qui a élu Brahim Gali? De quel droit est-il le représentant de Tindouf? Une fois qu'on aura ce nouveau boost au Sahara, le Maroc devra entamer la construction d'une base aérienne militaire au nord du pays près de Melilla et des usines qui dégagent une odeur pestilentielle dans la région de Ceuta. Il faudra couper l'eau et l'électricité aux deux villes. Le Maroc devra aussi arrêter toute coopération migratoire avec l'Europe et retirer les 20 000 gardes-frontières autour des deux colonies. La prochaine étape sera d'asphyxier économiquement les deux enclaves en fermant les frontières terrestres. Le Maroc a déjà commencé cette stratégie avec Tanger Med et Nador Ouest Med, qui sont en train de détruire l'économie des deux enclaves. Enfin, il nous faut des camps de migrants subsahariens autour de Ceuta et ramener tous les subsahariens illégaux du royaume dans ces camps par bus. Ils auront la liberté de circuler et bien évidemment traverser à Ceuta s'ils le souhaitent. Voilà, je suis de tout cœur avec Nasser Bourita. Le Maroc a tenté l'approche douce, mais on lui a toujours marché sur les pieds. Il faut tenter l'approche forte. C'est comme cela que les Turcs arrivent à se faire respecter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Laissez un commentaire et abonnez-vous si ça vous a plu. Adios!